suis à Joal. Je suis de Nguéro. Je souhaite à tous les Sénégalais une belle fête d'indépendance. On veut surtout la paix dans notre pays. Une belle fête d'indépendance. Vive le Sénégal. Bonne fête d'indépendance au Sénégal. Vive la paix au Sénégal. Sama gars yi ñun la ñu fête indépendance ci jàmm ak salaam Sénégal yal na fi jàmm yàgg. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur la RTS. Voici les titres de la principale édition du soir. La Commission nationale de recensement des votes proclame les résultats du référendum de dimanche. Plus d'1 350 000 pour le oui, quelques 807 000 voix pour le non, avec un taux de participation de 38,26%. Sur les 45 départements du Sénégal, le oui remporte les 43. Les résultats définitifs seront publiés par la le Conseil constitutionnel. Le carême prend fin vendredi comme à l'accoutumée pour marquer l'événement. Les femmes catholiques offrent le gala à leurs proches. La tradition se perpétue malgré la conjoncture jugée difficile. Les prix ont flambé dans les marchés. Et puis, infection bactérienne, asthme, pneumonie, les maladies respiratoires gagnent du terrain à Ziguinchor. Toutes ces pathologies sont traitées sur place, mais la question de la prévention de ces maladies est plus que d'actualité. C'est le sujet du dossier que vous propose le journal télévisé. Et puis, dans la rubrique santé du mercredi, nous parlons d'une infection respiratoire aiguë, la pneumonie. La maladie a tué en 2014 27 000 enfants au Sénégal et pourtant le vaccin existe bel et bien. Bonsoir à tous, nous démarrons cette édition par la lecture du communiqué du Conseil des ministres qui s'est réuni au Palais de la République. Omar Diawa. Le président Macky Sall a réuni le Conseil des ministres ce mercredi 23 mars 2016 à 10h au Palais de la République. À l'entame de sa communication, le chef de l'État félicite tous les Sénégalais qui se sont mobilisés à l'occasion du référendum du 20 mars 2016 pour accomplir, dans le calme et en toute responsabilité, le devoir citoyen. Il associe à ces félicitations le ministre de l'Intérieur, les forces de défense et de sécurité, l'administration territoriale, la direction générale des élections, la SEDA, les autres services de l'État et tous les acteurs du processus qui ont permis la bonne organisation du scrutin sur l'ensemble du territoire national et à l'étranger. En attendant la proclamation officielle des résultats du référendum, les chiffres provisoires indiquent la victoire du oui et consacrent la validation par le peuple sénégalais souverain du projet de révision de la Constitution. Dès lors, le chef de l'État demande au gouvernement d'engager les diligences nécessaires à l'adoption et à l'entrée en vigueur dans les meilleurs délais de tous les textes législatifs et réglementaires relatifs à la révision de la Constitution. Concluant sur ce point, le président de la République rappelle au gouvernement l'importance primordiale qu'il accorde au dialogue politique
gage de la modernisation de notre système démocratique et l'impératif d'intensifier les réalisations du plan Sénégal émergent afin d'asseoir dans l'équité le bien-être durable des populations. Saisissant par ailleurs la célébration de la fête de Pâques, le chef de l'État adresse au nom de la nation ses chaleureuses félicitations et meilleurs vœux à la communauté chrétienne en cette période sainte de communion, de ferveur religieuse exceptionnelle et de prière pour la paix, la stabilité et la prospérité du Sénégal. Poursuivant son propos autour de la priorité spéciale que constitue le désenclavement et la redynamisation économique de la Casamance, le chef de l'État rappelle les efforts importants et soutenus consentis par l'État pour le développement durable de la zone sud du Sénégal, notamment la réalisation d'infrastructures routières et maritimes de grande envergure, le statut de zone touristique prioritaire d'intérêt national conféré à la Casamance, la baisse du billet du bateau entre Dakar et Ziguinchor à 5 000 francs, le projet Pôle de développement de la Casamance, PPDC, dont les premiers résultats sont fort encourageants. Dans cette dynamique, le président de la République engage le gouvernement à accélérer les travaux de la section restante de la RN6, à entamer, dans les meilleurs délais, des concertations régulières avec tous les acteurs du transport et à poursuivre le dialogue fécond avec le gouvernement du pays frère de la Gambie en vue de trouver des solutions durables pour assurer la continuité permanente de la desserte terrestre de la région naturelle de la Casamance. Abordant enfin la nécessité de renforcer le pilotage stratégique des grands projets présidentiels, notamment le train express régional TER Dakar-Diamniadio-AIBD, qui est l'un des projets phares de son mandat, le chef de l'État rappelle au gouvernement l'urgence de faire prendre toutes les dispositions techniques, administratives et financières afin d'assurer le lancement effectif des travaux du TER dans le courant de l'année 2016 et de veiller au cadrage optimal du schéma de financement et de l'agenda de réalisation du TER. Le président de la République a clos sa communication sur son agenda diplomatique et le suivi de la coopération, notamment en informant le Conseil du voyage qu'il a effectué le samedi 19 mars 2016 en Côte d'Ivoire pour présenter ses condoléances et celles de la nation au peuple ivoirien frère et lui exprimer notre solidarité suite à l'attentat terroriste perpétré à Grand Bassam le 13 mars dernier. Le Premier ministre a axé sa communication du jour sur l'accélération de la réalisation des projets d'infrastructure, le développement des secteurs productifs et sociaux, avant de rendre compte de la coordination de l'activité gouvernementale. Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a fait le point de la situation africaine et internationale. Le ministre de l'économie, des finances et du plan a fait le point de la conjoncture économique nationale et internationale avant de rendre compte de la mission effectuée par le Fonds monétaire international, FMI, du 1er au 11 mars 2016 au Sénégal. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a rendu compte de l'organisation du référendum du 20 mars 2016 qui s'est bien déroulé sur toute l'étendue du territoire national et à l'étranger. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural a fait part au Conseil de la préparation de la campagne de contre-saison et du suivi de la campagne de commercialisation agricole. Le ministre de la Fonction publique, de la rationalisation des effectifs et du renouveau du service public a fait le point de la préparation du Forum national de l'administration prévu les 9 et 10 avril au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio, CICAD. Le ministre auprès du président de la République en charge du suivi du plan Sénégal émergent a rendu compte de l'état d'avancement des différents projets et réformes. Au titre des mesures individuelles, le président de la République a pris les décisions suivantes. M. Amadou Dabo, ambassadeur précédemment directeur des partenariats et de la promotion économique et culturelle au ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de son Excellence M. Adrej Douda, président de la République de Pologne, en remplacement de M. Khali Adamandour, appelé à d'autres fonctions. M. Abdourahmane Koïta, enseignant-chercheur, est nommé consul général de la République du Sénégal à Bordeaux, en remplacement de M. Mbaye Lotal, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. M. Papa Modou Ndiaye, ingénieur polytechnicien option génie civil, est nommé administrateur du Fonds d'entretien routier autonome du Sénégal, FERA, en remplacement de M. Sagar Dramé, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. Dr Chérif Diallo, enseignant-chercheur en informatique, directeur des technologies de l'information et de la communication au ministère des Postes et des Télécommunications,
Et donc, Dr Chérif Diallo, enseignant-chercheur en informatique, est nommé directeur des technologies de l'information et de la communication au ministère des Postes et des Télécommunications en remplacement de M. Malé Ndiaye, appelé à d'autres fonctions. C'est signé le ministre porte-parole du gouvernement. Merci Omar Diaw. Vous l'évoquiez dans la lecture du communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi, le référendum. La Commission nationale de recensement des votes a proclamé les résultats provisoires du scrutin du 20 mars. Le oui a obtenu 1 358 402 voix, le non 807 225. Le taux de participation est de 38,26%. Ces résultats seront confirmés ou infirmés par le Conseil constitutionnel. C'est une Fall. Sur les 45 départements que compte le Sénégal, le oui a remporté les 43. À l'étranger également, le oui est sorti vainqueur. La Commission nationale de recensement des votes a confirmé les résultats provisoires du référendum du 20 mars. Les chiffres que je vais vous donner comprennent aussi bien l'étranger que le vote local. 13 594 000 bureaux de vote. Nombre d'inscrits 5 709 090. Nombre de votants 2 184 311. Nombre d'enveloppes trouvées dans les urnes 2 184 311. Nombre de bulletins nuls 19 644. Nombre de suffrages valablement exprimés 2 164 667. Ont obtenu courant du oui 1 357 412. Courant du non 807 255. Taux de participation 38,26%. Le courant du non et celui du oui ont pris acte. Maintenant, du point de vue peut-être politique, d'autres auront à faire des commentaires par rapport à ces résultats-là. Nous rendons grâce à Dieu à ce que le peuple sénégalais, dans la maturité, dans le calme et la sérénité, avec une organisation des élections fiable, et avec tous les acteurs qui ont accompli leurs responsabilités, la Sénat entre autres, tous les acteurs ont fait, chacun a joué son rôle, mais à l'arrivée, le peuple souverain a décidé. Le représentant du courant du oui a tenu à apporter des précisions sur le taux de participation enregistré. Vous avez une adversité en 2016 qui n'existait pas ni en 1963, ni en 1970, encore moins en 2001. Ça veut dire que le taux qu'on a obtenu, en réalité, est un taux appréciable. 1 357 412 pour le oui, contre 807 255 pour le non. Les résultats définitifs du référendum du 20 mars seront publiés par le Conseil constitutionnel. Le Sénégal a célébré hier la journée mondiale de l'eau. Notre pays se joint à la communauté internationale pour sensibiliser les populations sur la nécessité de valoriser la ressource. Le thème de cette année est l'eau et l'emploi. Lamine Touré. 30 milliards de mètres cubes, le Sénégal dispose d'une potentialité énorme d'eau. Il ne saurait dès lors manquer à l'appel de la communauté internationale. Il s'agit de la valoriser et d'en faire un réel facteur de croissance économique. Saint-Louis, une ville d'eau, a abrité au niveau national la journée mondiale dédiée à la ressource. Ici, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a rappelé l'importance de la maîtrise de l'eau dans la nouvelle politique d'émergence économique initiée par le gouvernement. L'eau génère énormément d'emplois, surtout à travers l'agriculture, à travers aussi l'industrie, à travers d'autres secteurs qui produisent énormément de main-d'œuvre, donc dans le cadre de l'exploitation, en tout cas, à partir des ressources en eau. Eau et emploi, c'est le thème de l'édition 2016, une façon de sensibiliser le public sur l'apport de la ressource en matière de lutte contre la pauvreté. L'agriculture est utilisatrice de l'eau. Si vous constatez, il y a des programmes au niveau de l'agriculture, donc des programmes d'autosuffisance en riz, avec l'augmentation des périmètres,
Qui dit augmentation des périmètres dit augmentation aussi donc, de la main-d'œuvre, augmentation de l'emploi. Il y a le domaine aussi agricole communautaire, les DAC, développés au niveau du ministère donc, de la jeunesse. Nous pouvons constater qu'environ 10 000 emplois ont été créés. L'État est dans une dynamique aussi créatrice d'emplois pour permettre effectivement au milieu de jeunes qui sont là, qui n'ont pas d'emploi, de pouvoir s'orienter vers ces secteurs. Au niveau mondial, 1,5 milliard de personnes travaillent autour de ce secteur, mais avec le contexte actuel des changements climatiques, l'État souhaite renforcer les stratégies de préservation de la matière. Quand on vous dit qu'aujourd'hui nous perdons environ 10 à 15 milliards de mètres cubes d'eau donc à partir du fleuve Sénégal qui se déverse dans la mer, c'est dire que cette eau-là peut effectivement être récupérée et réinjectée dans le circuit de production, soit en termes d'eau potable ou soit en termes d'eau de production. Et au niveau du ministère, nous sommes en train de développer une stratégie pour sortir ce qu'on appelle le schéma directeur de l'hydraulique. Exploiter le maximum possible les eaux de surface à partir des transferts d'eau. À la fin de la rencontre, les participants ont visité une exposition des différents services qui s'activent dans la maîtrise et la valorisation de l'eau au Sénégal. Plus chaud, plus sec, plus humide, regardons l'avenir en face. C'est le thème autour duquel est célébrée ce mercredi la journée mondiale de la météo. Les changements climatiques et leurs conséquences mettent la météo au cœur des différentes stratégies de lutte contre ce phénomène. Cher Bamagay. L'adaptation au changement climatique qui constitue aujourd'hui un nouveau paradigme englobe tout ce que l'humanité déploie comme action pour résorber ce fléau mondial. Les changements climatiques inquiètent et il y a de quoi développer des stratégies de résorption des conséquences dramatiques. La célébration de la Journée mondiale de la météo se tient dans un contexte positif avec l'accord obtenu lors de la COP21 à Paris avec une réduction de 2 degrés de la pollution des gaz à effet de serre. Au Sénégal, on est bien conscient de l'enjeu. Les changements climatiques sont devenus une réalité et il appartient à la communauté internationale de pouvoir faire face à ce défi mondial. Je pense qu'il nous interpelle tous pour que toute politique de développement puisse intégrer cet aspect lié au changement climatique. Pour les autorités, tous les outils de mesure de quantification de l'évolution des changements climatiques sont là. En effet, le thème l'illustre bien, plus chaud, plus sec, plus humide, regardons l'avenir. L'urgence est donc de s'arrimer à cette lutte pour la préservation de l'environnement. La communauté internationale vient de prendre à travers l'accord de Paris, communément appelé l'accord de la COP21, des mesures ambitieuses pour lutter contre le réchauffement climatique. Rappelons-nous à ce propos que le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, avait très tôt invité ses homologues à trouver un accord contraignant pour lutter contre ce réchauffement dont les conséquences sont aujourd'hui nombreuses et variées et nous avons tous eu à les constater et certains témoignages que nous avons eus précédemment nous l'ont confirmé. À l'instar de la communauté internationale, le Sénégal célèbre donc la Journée mondiale de la météo. D'ailleurs, notre pays est un de ces acteurs infatigables de tous ces efforts qui sont déployés en faveur de notre environnement pour créer une biodiversité durable. Le directeur général de la douane a visité ce matin le groupe Kirène. La société sénégalaise emploie quelques 350 jeunes. Cette performance mérite d'être soutenue selon les acteurs afin d'améliorer la compétitivité de l'entreprise qui contribue considérablement au développement de l'agroalimentaire. Fatou Youf. Dans sa mission de protection de l'économie nationale, les douanes sénégalaises se doivent de créer un environnement propice aux industries locales. C'est dans cette dynamique que s'inscrit cette visite à Dias. Sur place, l'entreprise a présenté ses différents investissements. Aujourd'hui, ces produits représentent 86% de part de marché au Sénégal. Nous avons fait un certain nombre de preuves dans le domaine de l'eau. Nous travaillons à en faire autant dans le domaine du jus par la remontée de filière. Nous remontons la filière mangue depuis un certain temps. Cela porte ses fruits et c'est bien de le dire là, parce que dans le jus Presséa, il y a de la mangue 100% sénégalaise et on voit croître nos volumes dans ce domaine-là. Il est évident que nous avons besoin davantage de soutien parce qu'il y a de notre côté davantage d'investissement, mais je suis persuadé que nous avons été entendus par les autorités et qui seront, je l'espère, le porte-parole parce qu'ils ont compris
que nous nous inscrivons directement et en droite ligne du PSE comme il nous l'a été demandé depuis un certain nombre d'années. Kirène peut compter sur le soutien de l'État. Créé en 2001, le groupe ne cesse d'apporter de la valeur ajoutée à l'économie nationale à travers le développement de l'agro-industrie. Après avoir visité, nous sommes convaincus que c'est une industrie qu'il faut soutenir parce que les industries du genre quand même contribuent très fortement à la mise en œuvre du PSE. Parce que vous savez que le PSE, le premier axe du PSE, c'est l'agriculture. Et Kirène, dans ses déclinaisons, contribue en tout cas beaucoup à l'agriculture et à l'élevage. Parce que la mangue, c'est l'agriculture, c'est l'agroforesterie, mais l'industrie de collecte, la chaîne laitière, c'est tout ce qui concerne le lait, l'élevage. Donc en tant que tel, c'est une industrie qu'il faut soutenir. Et nous donnerons des instructions pour que, en tout cas, la TCI soit, en tout cas, les mécanismes de protection aujourd'hui disponibles soient appliqués dans toute leur intégralité. La délégation douanière a visité toutes les chaînes de production de l'usine. 98 millions de litres d'eau sont exploités par an, 300 000 tonnes de purée de mangue locale, en plus des milliers de litres de lait collectés dans 20 fermes sénégalaises. Comment améliorer l'exploitation des produits halieutiques? Une trentaine d'acteurs de la pêche artisanale se penchent sur la problématique. Sur initiative de l'association ouest-africaine pour le développement de la pêche artisanale, ils bénéficient d'une session de formation afin de renforcer leurs compétences. Anaïs Nyayamane. Le poisson se raréfie de plus en plus. Une situation qui s'explique en partie par la surexploitation des ressources. Pour y remédier, l'association ouest-africaine pour le développement de la pêche artisanale ADEPA, qui couvre 16 pays d'Afrique de l'Ouest, renforce les capacités des acteurs. Nous avions constaté évidemment que la participation des organisations professionnelles de pêche artisanale, notamment à la définition des politiques publiques de pêche, elle est insuffisante. Elle est insuffisante parce que simplement les professionnels de la pêche ne disposent pas suffisamment de compétences leur permettant de participer. Voilà la raison pour laquelle, au niveau de l'association ouest-africaine pour le développement de la pêche artisanale, nous avions dans un premier temps développé un projet de structuration des organisations professionnelles et dont l'évaluation a montré qu'il fallait davantage renforcer les compétences des organisations professionnelles en vue de leur permettre de participer de façon crédible et plus dynamique à la définition, à la mise en œuvre, au suivi, à l'évaluation des politiques publiques de pêche, mais aussi à la promotion d'une pêche durable. Les pêcheurs, mareyeurs et femmes transformatrices sont formés en gestion des écosystèmes marins et côtiers et en techniques de valorisation artisanale. Le directeur des pêches maritimes du Sénégal apprécie. Une formation comme celle-ci, elle est vraiment importante. Leur permettre de se rencontrer et leur renforcer leurs capacités par rapport à la bonne gouvernance des pêcheries, mais surtout à la gestion des espèces halieutiques exploitées, leur permet aujourd'hui de comprendre que les ressources, elles ne sont pas circonscrites dans des pays bien définis. Au sortir de ces 4 jours de formation, ces acteurs de la pêche seront plus outillés pour une meilleure exploitation des ressources halieutiques africaines. La cathédrale Notre-Dame des Victoires de Dakar a abrité la messe chrismale. L'archevêque de Dakar a consacré le Saint-Crème et communié avec les prêtres qui ont renouvelé leur sacerdoce. Jean Dior. Prêtres, diacres, fidèles, tous conviés à une célébration eucharistique. La messe chrismale, dite le Mardi Saint, est une cérémonie au cours de laquelle les prêtres renouvellent leurs promesses sacerdotales. Autre temps fort de la messe chrismale, la bénédiction des saintes huiles, celle des malades et des catéchumènes, portée par des diocésains et un personnel médical. Comme le bon samaritain, qui a versé de l'huile et du vin sur les plaies de son prochain, le Christ vient mettre le baume de la guérison sur nos blessures de toutes sortes. Il attend de nous qu'à notre tour, nous nous engagions dans un ministère de miséricorde et de guérison vis-à-vis des autres. L'archevêque a aussi consacré le Saint-Crème, un mélange d'huile et de parfum qui sert au sacrement. Le Saint-Crème servira dans la célébration du baptême pour signifier et réaliser
que les nouveaux baptisés sont devenus membres de Jésus-Christ, prêtres, prophètes et rois. Le Saint-Crème servira encore dans la célébration du sacrement de la confirmation pour signifier et réaliser que l'Esprit Saint investit les confirmés de ses multiples dons de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de connaissance, d'affection filiale et d'adoration. Le Saint-Crème servira enfin dans la célébration du sacrement de l'ordre à l'onction des nouveaux prêtres pour leur faire accueillir du Seigneur Jésus la force de sanctifier le peuple chrétien et d'offrir à Dieu le sacrifice eucharistique. L'archevêque de Dakar, entouré par les prêtres de son diocèse, démontre l'unité de l'Église. La messe chrismale de 2016 est célébrée dans un contexte particulier, celui de l'année sainte de la miséricorde. Arachide, pain de singe, sucre et quelques ingrédients pour préparer le traditionnel ngalar et marquer la fin du carême vendredi. Les bonnes dames commencent à se ruer au marché, mais à leur grand désarroi, les prix de ces produits ont flambé. À Castor, le constat est le même et certaines, vous allez le voir, n'hésitent pas à vouloir renoncer à Aminata Mbengue-Fall. Des sacs remplis de mil, d'arachides et de pain de singe sont visibles sur presque tout le marché en cette veille de fête de Pâques. Selon les vendeurs, les prix de ces différents produits indispensables à la préparation du ngalar n'ont pas connu une hausse. Les prix n'ont pas changé. Le kilo de mil est vendu à 300, 350 francs. Le sucre coûte 600 francs de kilogramme. De même que l'arachide. Le prix du pain de singe a connu une baisse comparée au mois passé où le kilogramme coûtait jusqu'à 1000 francs. Mais actuellement, il est à 700, il y en a qui coûtent moins que ça. Pourtant, il y a bel et bien eu une augmentation selon les clients comparé à l'année dernière. Les prix ont vraiment pris de l'ampleur. Par exemple, le sucre, on avait l'habitude d'acheter à 25 000 le sac de 50 kilos. Cette année, moi, je l'ai eu à 28 000. Le pain de singe qu'on avait l'habitude d'acheter à 500, on l'a eu à 700. D'autres même ont acheté à 800. L'arachide aussi, pareil. L'arachide aussi, vraiment, on l'a eu à 600, 650 le prix. Chez le meunier, les clients ne manquent pas et c'est la période des bonnes affaires. Quand la fête approche, on travaille sans arrêt. Alhamdulillah. Les clients sont nombreux. Le kilo de mil est moulu à 50 francs CFA. Une autre étape non moins importante, la transformation de l'arachide. Ici, la graine est grillée, puis débarrassée de sa pellicule avant d'être transformée en pâte. Et les clientes déplorent le coût de l'opération. C'est trop cher. Quand on a une petite quantité d'arachide, ils refusent. Sinon, on est obligé de débourser plus d'argent. Le marché est serré, la vie est chère. Tout est cher en ce moment. Là, je n'ai que 7 kilos d'arachide, on me dit que c'est 1000 francs pour griller et faire la pâte. C'est cher. Moi, j'ai vu quelqu'un qui a payé ici 60 000 tout de suite. Moi, l'année prochaine, je ne fais plus de ngala, c'est fini. Non, c'est fini, je ne fais plus de ngala. Pour le maître des lieux, cela s'explique. Ça doit être cher parce que l'électricité coûte cher. Nous avons même du mal à payer nos factures d'électricité. Difficile de faire face aux nombreuses dépenses pour faire un bon ngalar. Néanmoins, des efforts sont consentis pour sacrifier à la tradition qui contribue au raffermissement des liens entre chrétiens et musulmans.
Rendez-vous vendredi. Et puis donner aux collectivités locales les moyens de capter les financements innovants liés au développement durable, c'est l'ambition de l'AMS, l'Association des maires du Sénégal, en marge du congrès ouvert hier à Dakar. Son président est l'invité de l'émission. Le point du salle revient dans cet extrait sur les opportunités qui s'offrent aux collectivités locales dans les politiques de développement durable. La philosophie de l'acte 3 de la décentralisation, c'est de responsabiliser davantage les exécutifs locaux, les maires, les présidents de département, et les amener à assumer donc la fonction d'élu pour le développement, et pas simplement un élu politique ou un élu qui s'occupe de questions sociales. En cela, il est important aujourd'hui, en tant qu'acteur du développement, pour les exécutifs locaux, d'analyser le spectre de possibilités que nous avons en matière de financement, financement classique, notamment à travers les transferts financiers de l'État vers les collectivités locales, mais aussi financement innovant, qu'il s'agisse de financement privé de par les banques ou les emprunts obligataires, ou de financement de développement, notamment qui se sont développés parallèlement à la COP21 et parallèlement au développement des questions climatiques à travers le monde. Oui, cela suppose quand même des plans d'action, des plans de développement locaux. On sort de la conférence de Paris, la COP21. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que les collectivités locales sénégalaises sont assez outillées pour pouvoir capter ces financements innovants qui sont adossés un peu au développement durable? Justement, le sens de ce colloque, c'était d'abord d'échanger d'expériences entre différents acteurs locaux, différents gouvernements, et permettre aux uns et aux autres de se rendre compte de ce que les voisins ou les partenaires sont en train de faire. Et ainsi d'enrichir nos possibilités d'accès à des financements. L'intégralité de cet entretien juste après ce journal. Elles sont devenues de plus en plus fréquentes. À Ziguinchor, les maladies respiratoires affectent une bonne partie de la population bactérienne. Dans le même lot, les pathologies des voies aériennes telles que l'asthme ou celles liées au tabac. Salut Sek. Ce patient est étudiant en licence 1 en histoire et géographie. Hospitalisé à l'hôpital de la Paix de Ziguinchor depuis quelques semaines, il est victime d'une infection bactérienne. Conséquence, il souffre de ce que l'on appelle dans le langage médical un abcès du foie compliqué de pleurésie droite. Je souffre d'une maladie qui concerne les côtes. J'avais fait un accident parce que je montais avec les cordes, mais finalement je suis tombée assise, et je pense que c'est ce qui est à l'origine de cela. Aujourd'hui, sa situation sanitaire s'améliore de jour en jour, et ceci grâce aux soins qu'il a reçus à l'hôpital. Je me sens bien, très bien même. Ce sont des très bons médecins, parce que vu l'effort qu'ils ont fait pour me soigner jusqu'à ce que je suis devenu aujourd'hui, ce que je suis devenu. L'abcès du foie compliqué de pleurésie droite est une maladie respiratoire. Elle atteint l'appareil respiratoire. Ces pathologies peuvent être d'origine bactérienne, virale, parasitaire, néoplasique ou tout traumatisme qui touche le thorax, qui peut entraîner donc des effets au niveau de l'arbre respiratoire. Ça peut être tout simplement aérienne, donc dans l'asthme. Ces maladies sont fréquentes dans cette partie sud du pays. Toutefois, il n'existe pas encore un chiffre exact de la prévalence de ces pathologies. En hospitalisation, en consultation externe, les pathologies les plus fréquentes, ce sont les infections bactériennes. Et donc, qui dit infection bactérienne dit les pneumonies, les infections virales et les infections parasitaires. Donc, ce sont ces infections que nous rencontrons le plus souvent. À côté des infections, nous avons aussi ce qu'on appelle les pathologies des voies aériennes, telles que l'asthme ou les pathologies liées au tabac, telles que la bronchopneumopathie chronique obstructive
qu'on appelle BPCO. À Ziguinchor, nombreuses sont les personnes qui ignorent ces maladies. Ainsi, une bonne communication s'impose pour sensibiliser les populations sur les facteurs favorisants de ces pathologies. Ces facteurs favorisants pour certaines infections, c'est la paupérisation, la promiscuité, les conditions donc de vie, mais il y a également d'autres facteurs qui génèrent à tout un chacun. C'est par exemple qui sont les terrains, les tares qui sont là chez les diabétiques par exemple, les cardiopathes et ainsi de suite. Les conséquences de ces maladies sont nombreuses. Elles peuvent être même mortelles, d'où l'importance pour les personnes vivant dans la zone d'aller se faire consulter afin de dépister ces maladies. Une infection peut aller jusqu'à donner un abcès par exemple du poumon, qui peut aller jusqu'à autre chose encore au niveau là, donc ce qu'on appelle une pleurésie purulente, donc du liquide dans les poumons, qui peut être du pus, ou alors ça peut aller chez certains sujets avec tous les facteurs de risque dont je vous parlais tout à l'heure, le tabagisme, l'âge, le tabagisme et l'exposition à beaucoup de produits inhalés, ça peut aller jusqu'à donner des cancers, si l'on parle en général de toutes ces pathologies. Mais une des pathologies où il faut faire très attention, c'est la tuberculose, parce que si on ne traite pas celui qui est malade, il peut contaminer son entourage. Pour le traitement de ces maladies, des efforts ont été faits par le gouvernement avec le déploiement d'un spécialiste dans la région. Des mécanismes aussi sont en train d'être trouvés pour faciliter l'accès aux médicaments. Une simple infection, c'est relatif, ça peut être vraiment fait à moindre coût. Il y a d'autres qui coûtent très cher, parce que l'infection, le microbe qui a donné ça est un microbe qui peut être résistant aux médicaments usuels. Et là, ça peut coûter très cher. Certaines encore peuvent être très coûteuses. Je parle par exemple de la prise en charge des personnes qui ont le cancer, jusqu'à établir les diagnostics exacts avant de commencer la chimiothérapie. C'est très coûteux, ça peut aller jusqu'à 1 million et quelques de francs CFA. Heureusement, l'État commence à intervenir là-dessus pour faire baisser le coût de ces médicaments au niveau national. Et ce serait, si l'État s'engage, comme il dit, ce serait une aubaine. Souvent négligées par les personnes atteintes, les maladies peuvent pourtant être dangereuses. Toutefois, il est possible de les prévenir. Pour ce faire, il faut respecter des mesures d'hygiène simples, comme se laver bien les mains, manger d'une manière saine, pratiquer d'activités sportives et éviter l'alcool et le tabac. Le dossier du jour signé Saliou Sec demain et célébrer la journée mondiale de lutte contre la tuberculose, mais ce soir, la rubrique santé s'intéresse particulièrement à la pneumonie. Cette infection respiratoire aiguë est une importante cause de mortalité chez les tout-petits. Un tiers des décès d'enfants entre 0 à 5 ans est dû à cette maladie qui a tué en 2014 27 000 enfants. Pourtant, un vaccin existe. Quels sont les signes? Quelle est la conduite à tenir? Réponse avec Oumar Diawa. Pneumonie et diarrhée constituent une importante cause de mortalité chez les enfants entre 0 et 5 ans. Ces deux affections apparaissent comme un couple infernal redoutable. Les principales causes de maladies et de décès chez les enfants sont la diarrhée et la pneumonie. On a vu au niveau mondial que la pneumonie et la diarrhée représentent un tiers des causes de décès chez les enfants, donc de moins de 0 à 5 ans. La pneumonie fait partie de ces nombreuses infections respiratoires aiguës, IRA, qu'il est nécessaire de vite prendre en charge. C'est une atteinte inflammatoire aiguë localisée au niveau du poumon, donc particulièrement au niveau des alvéoles. Donc c'est ça qu'on appelle pneumonie. Elle représente jusqu'à 30 ou 40% de nos consultations au niveau de l'hôpital d'enfants Albert Royer et également 30% de nos hospitalisations. Pour se faire une idée de la gravité de cette infection, un coup d'œil sur les statistiques. Des milliers d'enfants ont été emportés en une année par une maladie évitable. 27 000 enfants qui sont décédés en 2014 du fait de la pneumonie. Donc si on fait ce ratio par jour, on voit que 10 enfants meurent de pneumonie au niveau du Sénégal. Tout patient qui a une pneumonie sur terrain particulier, c'est des patients à risque de décès. En 2013, pourtant, le vaccin contre le pneumocoque a été introduit dans le PEV.
Il protège contre la souche la plus courante. À défaut d'une protection optimale, les parents et le personnel soignant doivent pouvoir identifier les premiers signes de la maladie. Un enfant qui gémit, qui tousse, qui fait de la fièvre, donc c'est fort probable que ça soit une pneumonie, et là il faut immédiatement aller dans une structure de santé et les professionnels de la santé, que ce soit les infirmiers, les médecins, ils pourront évaluer rapidement l'enfant et penser à la pneumonie, éventuellement faire une radiographie. Dans certaines zones de forte densité de la banlieue par exemple, une attention particulière est accordée aux diarrhées et à la pneumonie. Cette promiscuité, en tout cas au niveau de cette banlieue, fait qu'aujourd'hui, ces maladies comme la diarrhée, comme la pneumonie, qui sont non seulement des maladies qui sont là, mais qui sont transmissibles, en tout cas, toutes les conditions sont là pour que ces maladies sévissent. Mais heureusement, parce que sur ces 15 km², on a 14 points de prestation. La prévalence de la pneumonie reste encore élevée dans notre pays. Il est donc nécessaire pour les parents de veiller à la vaccination complète de leurs enfants. Le fait que les enfants soient bien vaccinés par rapport au programme élargi de vaccination, ça leur permet déjà d'éviter de faire des pneumonies liées à un microbe qu'on appelle le pneumocoque, mais également d'autres causes de pneumonie telles que l'hémophilus influenzae. Que la vulgarisation de l'allaitement maternel peut contribuer à réduire la pneumonie chez l'enfant et ajouter à ça la supplémentation en zinc, la lutte contre la malnutrition. Quant au personnel soignant, il doit pouvoir réagir promptement et appliquer le traitement adéquat. C'est tout le sens de la mise à niveau récemment organisée par la région médicale de Dakar en collaboration avec la chaire de pédiatrie de l'université Cheikh Anta Diop. La rubrique santé, c'est tous les mercredis. Les juridictions financières dans l'UEMOA, la Cour des comptes du Sénégal, c'est le livre que vient de sortir le professeur Abdourahmane Diokhane.